Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo portera sur la physiologie de la vision. On va commencer par une petite introduction, puis on va entamer le cours. Donc, au début, ce que vous devez savoir, c'est que votre œil est très performant et il est meilleur que n'importe quelle caméra au monde. En fait, votre œil a une résolution de 576 mégapixels. Tandis que les constructeurs d'appareils photo se targuent d'atteindre les 25 mégapixels seulement. Votre œil est capable également de faire la distinction entre 1700 nuances colorées différentes. Comment notre œil peut-il atteindre une telle résolution et comment peut-il faire la distinction entre toutes ces nuances colorées? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le corps humain, une structure très complexe. Pour étudier cette structure, on a plusieurs méthodes et approches. Parmi ces méthodes, on a ce qu'on appelle l'approche systémique. Qu'est-ce que ça veut dire une approche systémique? En fait, le corps humain est composé de plusieurs systèmes ou appareils. Chaque système est composé de structures anatomiques bien définies et assure une fonction vitale pour l'organisme. On a le système tégumentaire composé de la peau et des fascias, le système cardiovasculaire composé du cœur et des vaisseaux sanguins, le système digestif comportant le tube digestif et les glandes annexes, le système lymphatique, le système musculaire, squelettique, respiratoire, etc. Donc, étudier le corps humain selon une approche systémique veut dire étudier chaque système indépendamment. Maintenant, parmi les systèmes du corps humain, on a ce qu'on appelle les systèmes sensoriels. Les systèmes sensoriels, ce sont les systèmes du corps humain qui assurent la réception des signaux externes de l'environnement. On a l'audition, la vision, l'olfaction, le goût, la somesthésie et l'équilibre. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bien la vision, l'organe de la vision ou le système de la vision. Dans cette vidéo, on va s'intéresser seulement à la physiologie de cet appareil, c'est-à-dire son fonctionnement, comment cet appareil fonctionne. On ne va pas s'intéresser à la structure, peut-être pour une prochaine vidéo. Maintenant, pourquoi on a fait toute cette introduction? En fait, l'étude des systèmes sensoriels est identique. Dans tous les systèmes sensoriels, on a un organe récepteur qui va assurer la collection des signaux externes de l'environnement. Cet organe va collecter ou recevoir le signal, puis ce signal va être traduit. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la transduction. Il va être transformé en un signal électrique sous forme de potentiel d'action. Ces potentiels d'action ou ce signal électrique va ensuite être cheminé par des voies nerveuses jusqu'au centre nerveux où il va être traité. Donc, on a toujours le signal, le récepteur, le transducteur, les voies nerveuses et à la fin les centres nerveux pour tous les systèmes sensoriels. Et puisque l'appareil de la vision est un système sensoriel, l'étude de cet appareil va se faire de la même manière. Pour l'appareil de la vision, le signal extérieur, eh bien, c'est la lumière. L'organe récepteur, c'est l'œil avec ses différents composants. Et plus précisément, on va voir, c'est la rétine qui va assurer la réception. Au niveau de la rétine, on a des structures responsables de la transduction de ce signal en un signal électrique. Ce signal électrique va être acheminé par les voies visuelles au centre visuel au niveau du cortex. Donc c'est ça le plan du cours. On va voir d'abord le signal, puis le récepteur, le transformateur, le conducteur et à la fin l'analyseur.
Le récepteur, c'est l'œil avec ses différents composants, la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. Le transformateur, c'est la rétine, et au niveau de la rétine, on a des structures spéciales ou des cellules spéciales qui vont assurer la transduction des photons en un signal électrique. Puis, ce signal va être acheminé par les voies optiques. On a principalement le nerf optique. Et à la fin, il va être acheminé aux aires visuelles au niveau du cerveau. Donc, c'est ça le plan. On va d'abord commencer par le stimulus. Quel est le stimulus de l'appareil de la vision? En fait, tout à l'heure, on a dit que le stimulus de l'appareil de la vision était la lumière. Cette réponse n'est pas totalement exacte. En fait, la lumière, le mot lumière, désigne toutes les ondes du spectre électromagnétique, allant des rayons gamma jusqu'aux ondes radio. Les rayons gamma, ce sont les ondes électromagnétiques qui ont la fréquence d'onde la plus élevée. Et les ondes radio, ce sont les ondes électromagnétiques ayant les fréquences les plus basses. Donc le mot lumière ou le spectre électromagnétique regroupe toutes ces longueurs d'onde. Ce que les longueurs d'onde détectées par l'œil humain, c'est ce qu'on appelle le spectre visible ou la lumière visible. Elle est située entre 400 et 700 nanomètres. Ce sont seulement ces ondes qui peuvent être reconnues ou détectées par l'œil humain. Donc, le spectre de la lumière visible, c'est-à-dire détecté par l'œil humain, est situé entre 400 et 700 nanomètres. Entre 400 et 700 nanomètres, il est situé au milieu du spectre électromagnétique. Tout ça, c'est le spectre électromagnétique. Au milieu, on a la lumière ou le spectre visible. Le spectre visible, bien sûr, il comporte toutes les couleurs d'un arc-en-ciel. On a le violet, le bleu, le vert, le rouge et l'orange, etc. Il est situé entre 400 et 700. Des fois, on trouve 700 ou 800. Ce ne sont pas des nombres exacts. Maintenant, en dessous de 400 nanomètres, on a ce qu'on appelle les ultraviolets. Donc, les ondes situées en dessous de 400 nanomètres sont appelées les ultraviolets. Et au-dessus de 700-800 nanomètres, on a ce qu'on appelle les ondes infrarouges. Donc, en dessous de 400, c'est les ultraviolets. Au-dessus de 800, on a les infrarouges. Ces ondes électromagnétiques, ou bien la lumière, voyage soit dans le vide ou bien dans un milieu matériel. Donc c'est ça la différence entre une onde électromagnétique et une onde sonore. Une onde sonore ne peut se propager que dans un milieu matériel, tandis que la lumière peut se propager soit dans le vide, soit dans un milieu matériel. Donc ces ondes voyagent dans le vide ou dans un milieu matériel, et ils sont constitués par des petites particules énergétiques. Donc, ce sont des particules d'énergie qui sont sans masse, appelées les photons. Donc, une onde électromagnétique, c'est un assemblage de particules énergétiques sans masse, appelées photons, qui peuvent se propager même dans le vide. Donc, on résume tout ce qu'on a dit. Le stimulus de l'appareil de la vision, eh bien, c'est les ondes électromagnétiques situées entre 400 et 800 nanomètres. Ce sont la lumière ou le spectre visible. Il est situé au milieu du spectre électromagnétique. Donc, il comporte toutes les couleurs d'un arc-en-ciel. En dessous de 400 nanomètres, on a les ondes ultraviolets. En dessous de 700 nanomètres, on a les infrarouges. Une onde électromagnétique est une onde qui peut se propager dans un milieu matériel et même dans le vide, et elle est constituée de petites particules énergétiques sans masse appelées les photons. Donc on a terminé avec le premier élément qui est le stimulus de l'appareil de la vision. Maintenant,
comment ce stimulus ou ce signal peut être reçu par l'œil humain. En fait, pour que ce signal soit reçu par l'œil humain, ou plus précisément par la rétine, il doit être premièrement, les rayons lumineux doivent être premièrement se converger sur la rétine. Deuxièmement, on doit s'assurer que la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est suffisante pour éclairer la rétine. Troisièmement, on doit s'assurer que la rétine est capable de recevoir ce signal, c'est-à-dire on doit s'assurer de la présence de structures spéciales au niveau de la rétine qui peuvent recevoir et collecter ce signal extérieur. Et à la fin, ce phénomène de réception, il doit être régulé. Il doit être régulé et adapté aux conditions d'éclairement. Donc, le phénomène qui va assurer la convergence de la lumière sur la rétine est le phénomène d'accommodation. Le phénomène qui est responsable d'un éclairement suffisant de la rétine est bien le réflexe photomoteur ou le réflexe pupillaire. Le réflexe ou le phénomène responsable de la collection de ce signal extérieur, c'est la photoréception. Et à la fin, la régulation de ce mécanisme de réception est assurée par des phénomènes d'adaptation. Donc, on va d'abord commencer par la convergence de la lumière sur la rétine. On va voir comment les rayons lumineux peuvent être convergés sur la rétine. Pour comprendre comment la lumière va se converger sur la rétine, on doit d'abord faire un petit rappel sur l'optique géométrique. Donc, si vous vous souvenez bien, la lumière se propage en ligne droite. C'est-à-dire, si j'ai un rayon lumineux qui se propage dans un milieu M1 de densité D1, et ben ce rayon va se propager en ligne droite jusqu'à ce qu'il rencontre une interface avec un autre milieu. C'est-à-dire, ce rayon va se propager jusqu'à rencontrer le milieu M2. Si ce rayon passe du milieu M1 au milieu M2, qui est de densité différente, ce rayon va subir ce qu'on appelle une réfraction. Qu'est-ce que ça veut dire une réfraction? Et bien, ce rayon il va changer de direction. L'interface qui va séparer ces deux milieux M1 et M2, eh ben, elle est appelée un dioptre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dioptre? Un dioptre est l'interface qui sépare deux milieux M1 et M2 de densités différentes. Donc, je reprends. La lumière va se propager en ligne droite. Si un rayon lumineux passe d'un milieu M1 à un milieu M2 de densité différente, il va subir un phénomène de réfraction. Une réfraction, c'est-à-dire le changement de direction du rayon lumineux. L'interface qui va séparer le milieu M1 et le milieu M2 s'appelle un dioptre. Maintenant, si j'ai deux dioptres sphériques, et qui sont sphériques, l'association de ces deux dioptres est appelée une lentille. Donc, qu'est-ce qu'une lentille? Une lentille est une association de deux dioptres qui sont sphériques. On a dit un dioptre est une interface qui va séparer deux milieux de densité différente. Ça c'est le premier milieu, ça c'est le deuxième milieu. Donc, ça c'est un dioptre. Ça c'est le milieu M2, milieu M3. Donc, l'interface qui sépare ces deux milieux, c'est un autre dioptre. Ces deux dioptres sont sphériques, donc l'association
de ces deux dioptres va en former ce qu'on appelle une lentille. Maintenant, une lentille peut être convergente ou divergente. Une lentille convergente, c'est une lentille qui va rapprocher les rayons lumineux. Elle va converger et rapprocher les rayons lumineux vers un seul point. Maintenant, une lentille divergente, c'est une lentille qui va disperser les rayons lumineux. Quels sont, si j'ai une lentille convergente, donc elle a une surface convexe, c'est-à-dire les surfaces convexes, ce sont les surfaces convexes qui vont converger la lumière, tandis que les surfaces concaves vont disperser la lumière. Donc une surface convexe est une surface qui va converger les rayons lumineux. À votre avis, pour l'œil humain, on a besoin d'une lentille qui est convergente ou divergente? Bien sûr, c'est une lentille convergente, puisqu'on a besoin d'une lentille qui va converger et rapprocher les rayons lumineux sur la rétine. Maintenant, si on prend une lentille convergente donnée, cette lentille va rapprocher les rayons lumineux au niveau d'un point. Le point au niveau duquel les rayons lumineux vont se rencontrer est appelé le point focal. Et la distance qui va séparer ce point focal de la lentille est appelée la distance focale. Cette distance focale, c'est-à-dire la distance entre la lumière et entre la lentille et le point focal, est appelée dépend. Cette distance entre la lentille et le point focal, bien sûr, va dépendre de la position de la source lumineuse. C'est-à-dire, si on prend une source lumineuse qui est éloignée, les rayons lumineux vont se converger dans un point F1. Bien sûr, maintenant si on prend une source lumineuse qui est plus rapprochée, les rayons vont se converger dans un point F2, qui est plus éloigné, c'est-à-dire la distance focale va augmenter. Donc plus la source lumineuse est rapprochée, plus la distance focale est grande. Maintenant, si on veut avoir la même focalisation dans les deux cas, c'est-à-dire si on veut rapprocher ou converger la lumière vers le même point dans le cas d'une source lumineuse distante ou éloignée, distante ou rapprochée, eh ben on a besoin d'une lentille qui est plus puissante, c'est-à-dire plus convergente. Comment peut-on avoir une lentille plus puissante? Eh ben, on peut augmenter la puissance d'une lentille en augmentant ses rayons de courbure. C'est-à-dire, la lumière, elle va être plus bombée. Donc, pour avoir la même focalisation ou le même point focal, quelle que soit la position de la source lumineuse, on a besoin de changer les rayons de courbure de la lentille. Et puis, c'est-à-dire, en changeant les rayons de courbure de la lentille, on va changer la puissance de cette lentille. Si elle devient plus puissante, c'est-à-dire elle devient plus convergente, et on aura le même point focal. Maintenant, on revient à l'œil. La lumière, avant d'atteindre la rétine, eh ben, elle va passer par plusieurs milieux. Elle va passer d'abord, le numéro 1, par la cornée. Elle va passer ensuite par l'humeur aqueuse, ensuite le cristallin, l'humeur vitrée. À la fin, elle va atteindre la rétine. À chaque fois que le rayon lumineux passe d'un milieu à un autre, comme on a vu dans le rappel, elle va subir le phénomène de réfraction, c'est-à-dire elle va changer de direction. Les deux principaux systèmes réfractaires sont la cornée et le cristallin. Maintenant, l'ensemble
de tous ces systèmes réfractaires va former une lentille, c'est-à-dire ces systèmes réfractaires sont équivalents à une lentille. Cette lentille, elle est convergente, c'est-à-dire elle va converger la lumière vers un seul point sur la rétine. Tout à l'heure, on a dit pour une lentille convergente, la distance focale, ou bien la distance qui sépare la lentille du point focal, dépend de la position de l'objet ou de la source lumineuse. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on change la position de la source lumineuse, la distance focale et le point focal vont changer. Mais pour le cas d'un œil humain, on a besoin toujours de converger la lumière sur la rétine. Et c'est pour avoir bien sûr une vue qui est meilleure, une vision qui est nette. Maintenant, comment peut-on faire pour avoir la même focalisation, quelle que soit la position de la source lumineuse? Comme on a vu, on a besoin d'une lentille qui est plus puissante. Et pour avoir une lentille qui est plus puissante, on a besoin d'une lentille qui est plus bombée. Donc on a besoin de modifier les rayons de courbure de la lentille humaine. Comment peut-on faire pour augmenter la puissance de l'œil? Donc on a dit que les deux principaux systèmes réfractaires de l'œil étaient la cornée et le cristallin. Les rayons de courbure de la cornée sont invariables. On ne peut pas changer les rayons de courbure de la cornée. Donc le seul élément au niveau duquel on peut modifier les courbures et on peut augmenter la puissance, eh bien c'est le cristallin. Et justement, c'est ça le phénomène d'accommodation. Donc le phénomène d'accommodation, c'est la capacité d'ajuster la puissance du cristallin en modifiant ses courbures. Et c'est le phénomène d'accommodation qui va assurer la convergence de la lumière sur la rétine, quelle que soit la position de l'objet. Maintenant, comment peut-on changer les rayons de courbure du cristallin? Eh bien, le cristallin, il est relié à un muscle qu'on appelle le muscle ciliaire. C'est ça le muscle ciliaire. Le muscle ciliaire est relié au cristallin par des ligaments qu'on appelle les ligaments on a dit ils sont reliés au muscle ciliaire par des ligaments qu'on appelle les ligaments suspenseurs ou bien les fibres granulaires. C'est grâce à ce muscle et ces ligaments qu'on va changer les rayons de courbure du cristallin. En fait, si l'œil humain fixe un objet rapproché, c'est-à-dire une vision de près, si l'œil humain fixe un objet rapproché, on a stimulation du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique stimulé va provoquer la contraction du muscle ciliaire. En se contractant, le muscle ciliaire va relâcher les ligaments suspenseurs. Donc les ligaments suspenseurs vont être relâchés. Les ligaments suspenseurs, quand ils se relâchent, eh ben, la traction sur le cristallin devient plus faible. Donc, il va augmenter ses rayons de courbure, il va devenir plus bombé. Donc, on reprend. L'œil va fixer un objet qui est bien rapproché. Si l'œil fixe un objet rapproché, on a stimulation du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique va provoquer la contraction du muscle ciliaire. Le muscle ciliaire, quand il se contracte, il va relâcher les ligaments suspenseurs. Les ligaments suspenseurs relâchés vont induire une traction faible
sur les cristallins, c'est-à-dire la traction sur les cristallins va devenir faible. Eh bien, quand la traction sur le cristallin devient faible, il va prendre une forme qui est plus bombée, une forme qui est plus bombée, c'est-à-dire une convergence meilleure, c'est-à-dire on a une lentille qui est plus puissante et plus convergente, qui va assurer la convergence de la lumière, même dans le cas d'un objet qui est rapproché. Maintenant, dans le cas contraire, si l'œil fixe un objet qui est suffisamment éloigné, disons de loin, on aura stimulation du système nerveux sympathique. Quand le système nerveux sympathique sera stimulé, il va induire le relâchement du muscle ciliaire. Le muscle ciliaire va être relâché. Quand le muscle ciliaire va se relâcher, il va tendre les ligaments suspenseurs ou bien les fibres zonulaires. Les ligaments suspenseurs tendus vont induire une traction sur le cristallin. Quand le cristallin subit une traction par les ligaments suspenseurs, il va prendre une forme qui est plus aplatie. Une forme plus aplatie, c'est-à-dire une lentille qui est moins puissante et moins convergente de la lumière. Donc c'est ça le phénomène de l'accommodation. Le cristallin va ajuster ses rayons de courbure pour assurer la convergence de la lumière sur la rétine. Donc on reprend rapidement. Pour observer un objet qui est bien éloigné, le système nerveux sympathique qui va être stimulé, il va relâcher le muscle ciliaire relâché, il va tendre les ligaments suspenseurs va provoquer la diminution des rayons de courbure du cristallin et le cristallin sera peu bombé, donc il sera moins convergent et sa puissance sera moins faible. Dans le cas contraire, un objet rapproché à stimulation du système nerveux parasympathique, le système nerveux parasympathique stimulé va contracter le muscle ciliaire contracté va relâcher les fibres zonulaires. Les fibres zonulaires, quand ils seront relâchés, ils vont induire l'augmentation des rayons de courbure du cristallin et puis le cristallin devient plus bombé, plus puissant et plus convergent. C'est ça le phénomène de l'accommodation. Donc l'accommodation, c'est l'ajustement des rayons de courbure du cristallin pour assurer la convergence de la lumière sur la rétine. Donc on a terminé avec le phénomène de l'accommodation. Ces rayons lumineux qui vont être convergés sur la rétine doivent être suffisants pour éclairer la rétine. L'éclairement suffisant de la rétine est assuré par le réflexe photomoteur ou le réflexe pupillaire. Et bien sûr, c'est ça ce qu'on va voir dans cette partie. Donc, on a dit que la quantité de la lumière doit être suffisante et bien sûr pas exagérée. La quantité de lumière qui va entrer dans l'œil et qui va éclairer la rétine est bien sûr contrôlée par l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Comme on voit sur la photo, c'est la partie en bleu. La partie colorée de l'œil, c'est bien l'iris. L'iris contrôle la quantité de lumière qui entre dans la rétine en contrôlant le diamètre de la pupille. Ça, c'est la pupille. C'est le trou au niveau de l'œil. C'est la partie noire ou le trou qui pénètre la lumière à l'intérieur de l'œil. Donc, la quantité de lumière qui entre dans l'œil est contrôlée par l'iris. Et la contraction des fibres musculaires de l'iris contrôle ou ajuste le diamètre de la pupille.
Maintenant, ce muscle qui est l'iris est lui-même contrôlé par le système nerveux autonome. Il est sous la dépendance du système nerveux autonome. Si on a une forte luminosité, c'est-à-dire si la quantité de lumière est très grande, on aura une diminution du diamètre pupillaire. Les muscles ciliaires vont se contracter et on aura une diminution du diamètre pupillaire. Ce phénomène est appelé myosis. Donc la myosis, c'est la diminution du diamètre pupillaire en réponse à une forte luminosité. Tandis que la mydriase est une augmentation du diamètre pupillaire. Le diamètre pupillaire va augmenter. On réponse bien sûr à l'absence de la lumière, c'est-à-dire en obscurité. Le diamètre pupillaire atteint en myosis 3 mm, il est très petit, et en mydriase, il est d'environ 9 mm. Maintenant, on a dit que le muscle de l'iris qui va contrôler le diamètre pupillaire et ainsi contrôler la quantité de lumière qui va entrer dans l'œil est sous la dépendance du système nerveux autonome. La voie afférente qui va transporter l'information sur la quantité de lumière est identique dans les deux cas, soit dans une forte luminosité ou bien en absence de la lumière. La voie afférente est toujours la même. Tandis que la voie efférente qui va transporter la réponse, qui est un myosis ou une mydriase, est différente. Dans le premier cas, c'est-à-dire, on commence par la voie afférente. On a dit que la voie afférente est identique, forte luminosité ou absence de la lumière. Dans les deux cas, la rétine est stimulée par la quantité de la lumière. Puis, l'information sera acheminée par le deuxième nerf crânien, c'est-à-dire le nerf optique, la deuxième paire crânienne. Le deuxième nerf crânien apporte cette information au niveau du tronc cérébral. Au niveau du tronc cérébral, on a le mésencéphale, le pont et la moelle allongée. Le nerf optique va transporter cette information au niveau du mésencéphale et plus précisément au niveau du noyau prétectal du mésencéphale. Ce noyau prétectal est le centre du réflexe automoteur. Donc la voie afférente passe de la rétine au nerf optique, puis à la région prétectale ou le noyau prétectal au niveau du mésencéphale. Donc ça, c'est la voie afférente. Maintenant, si on est dans le cas d'une forte luminosité, le noyau prétectal va stimuler le système nerveux parasympathique, et plus précisément le noyau d'Edinger ou encéphale au niveau du mésencéphale également. Donc l'information va passer de la rétine au nerf optique jusqu'à la région prétectale, et de la région prétectale, l'information va être transmise au noyau d'Edinger et Wetzéphale. Le noyau d'Edinger et Wetzéphale au niveau du mésencéphale est le noyau de la motricité du muscle ciliaire. Ce noyau, qui appartient bien sûr au système nerveux parasympathique, va transférer l'information via la troisième paire crânienne, c'est le nerf oculomoteur. Le nerf oculomoteur donc comporte des fibres préganglionnaires du système nerveux parasympathique qui viennent du noyau d'Edinger-Wetzéphale. Puis, il arrive au ganglion ciliaire. Au niveau du ganglion ciliaire, on a une synapse entre les fibres préganglionnaires et postganglionnaires du système nerveux parasympathique. Et puis, ces fibres vont être acheminées via le nerf ciliaire court. Donc, on reprend. La rétine, deuxième nerf crânien, nerf optique, c'est-à-dire, noyau prétectal, noyau d'Edinger-Wetzéphale, troisième paire crânienne, c'est le nerf
oculomoteur, ganglion ciliaire, puis le nerf ciliaire court. Donc on voit ici, on a le ganglion ciliaire. Après le ganglion ciliaire, on a le nerf ciliaire court. Au niveau du nerf ciliaire court, on a, comme vous voyez en orange, les fibres parasympathiques postganglionnaires qui vont acheminer l'information sur la contraction de l'iris. Cette information va contrôler bien sûr l'iris, on a dit qu'elle va engendrer une contraction de l'iris. La contraction de l'iris va diminuer le diamètre de la pupille, on aura hémiosis. Ça, c'était le cas d'une forte luminosité. Maintenant, si on aura une luminosité qui est faible, c'est-à-dire une absence de la lumière, le noyau ou la région prétectale, cette fois, va stimuler le système nerveux sympathique. Le trajet efférent est beaucoup plus complexe que dans le cas d'une forte luminosité. En fait, l'information va être transmise des segments thoraciques de la moelle épinière. Donc ça, c'est les segments thoraciques de la moelle épinière. Elle va être acheminée au ganglion cervical supérieur. Au niveau du ganglion cervical supérieur, bien sûr, il va y avoir un synapse entre les fibres préganglionnaires et postganglionnaires du système nerveux sympathique. Puis elle va être acheminée dans des fibres nerveuses. Elle passe par le plexus carotidien et à la fin, elle va être acheminée par le nerf ciliaire long. Le nerf ciliaire long donc comporte des fibres postganglionnaires du système nerveux sympathique qui vont être acheminées vers l'iris. Ces fibres vont contracter, bien sûr, le muscle ciliaire. Le muscle ciliaire va dilater la pupille, va augmenter le diamètre de la pupille et on aura une mydriase. Donc on reprend l'information dans le cas d'une faible luminosité va être acheminée de la rétine en nerf optique jusqu'à la région prétectale du mésencéphale. Puis l'information ou la réponse, c'est-à-dire la voie efférente, va démarrer des segments thoraciques de la moelle épinière. Elle passe par le ganglion cervical supérieur, puis par le plexus carotidien, et à la fin, elle va s'acheminer par le nerf ciliaire long. Donc dans ce schéma, on voit également, on a le nerf ciliaire long, et comme vous voyez en bleu, il comporte des fibres nerveuses sympathiques. Maintenant, si vous avez remarqué, dans les deux cas, j'ai dit, on aura une contraction de l'iris. Mais en fait, ce ne sont pas les mêmes muscles qui vont se contracter dans les deux cas, c'est-à-dire en forte luminosité et en une faible luminosité. L'iris comporte deux types de muscles. On a un muscle qui est circulaire, c'est le muscle circulaire de l'iris, ou bien on l'appelle le muscle sphincter de la pupille. On a des muscles qui sont radiaires, des fibres musculaires lisses qui sont radiaires et des fibres musculaires lisses qui sont circulaires. En cas d'une forte luminosité, on a dit qu'on aura stimulation du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique va contracter les fibres musculaires circulaires. Donc, ce sont les fibres circulaires qui seront contractées en forte luminosité. Quand ces muscles se contractent, on aura une diminution du diamètre de la pupille et la quantité de la lumière qui va entrer dans l'œil sera moins importante. Dans le cas contraire, c'est-à-dire une faible luminosité, on aura stimulation du système nerveux sympathique. La stimulation du système nerveux sympathique va contracter le muscle radiaire ou radial de l'iris. Et puis, la contraction de ce muscle va augmenter le diamètre de la pupille. On aura dilatation pupillaire, c'est-à-dire mydriase.
Donc, on reprend tout ce qu'on a dit. La quantité de la lumière qui éclaire la rétine et qui entre dans l'œil est contrôlée par l'iris. L'iris est la partie colorée de l'œil. Le muscle de l'iris est sous la dépendance du système nerveux sympathique. La stimulation du système nerveux parasympathique par une forte luminosité va contracter les fibres musculaires circulaires de l'iris. Bien sûr, ce sont ces fibres qui seront contractées. La contraction des fibres musculaires circulaires va diminuer le diamètre de la pupille. Bien sûr, on a le neurotransmetteur du système nerveux parasympathique est l'acétylcholine. Ça, vous le connaissez déjà. Dans le cas contraire, une faible luminosité, stimulation du système nerveux orthosympathique ou sympathique, c'est la même chose. On aura contraction des fibres musculaires radiales. La contraction du fibre musculaire radial va augmenter le diamètre pupillaire. Le neurotransmetteur du système nerveux sympathique, vous le connaissez, c'est la noradrénaline. Et bien, on aura une mydriase. Donc, on a convergé la lumière sur la rétine. On a assuré une quantité suffisante de lumière pour éclairer la rétine et pas exagérer. Maintenant, la lumière arrivée à la rétine, on doit s'assurer que au niveau de la rétine, il y a des structures qui vont collecter ces rayons lumineux. Et bien, c'est le phénomène de la photoréception qu'on va voir maintenant. Donc, avant d'arriver à la rétine, la lumière va traverser plusieurs couches au niveau de la rétine. La rétine comporte plusieurs couches, jusqu'à 10 couches. On a la couche des cellules ganglionnaires, la couche des cellules bipolaires, elle est appelée la couche des photorécepteurs, c'est-à-dire les cônes et les bâtonnets. On a la couche pigmentaire, toutes ces couches composent la rétine. La couche qui est responsable de la réception de la lumière, c'est la couche des photorécepteurs. Les photorécepteurs, ou les cellules photosensibles, sont représentés par les cônes et les bâtonnets. Donc, ce sont deux types cellulaires. On a les cônes, on a les bâtonnets. Ces deux types cellulaires sont responsables de la photoréception. Ils sont photosensibles à la lumière. Donc, on a dit que la lumière, que la rétine est composée de plusieurs couches. La couche pigmentaire, la couche nucléaire ou plexiforme externe, la couche plexiforme externe ou ganglionnaire externe. La couche nucléaire externe et la couche ganglionnaire externe. On a la couche plexiforme externe, la couche nucléaire ou ganglionnaire interne, la couche plexiforme interne, la couche ganglionnaire, la couche des fibres, et on a la limitante interne. Toutes ces couches composent la rétine. La couche qui va comporter les cellules photoréceptrices ou les cellules photosensibles, c'est la couche numéro 2. Et bien, c'est la couche numéro 2 de la partie nerveuse de la rétine qui comporte les cellules photoréceptrices. C'est la couche des cônes et des bâtonnets. Donc, on a dit au niveau de la rétine, on a une couche spéciale qui va collecter les rayons lumineux. Cette couche va comprendre deux types de cellules responsables de la collection des rayons lumineux. Ce sont les cônes et les bâtonnets. Maintenant, on va étudier ces photorécepteurs. On commence par l'étude de leur structure, c'est-à-dire la structure des cônes et des bâtonnets. Un photorécepteur comporte toujours trois parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le segment externe. Ça, c'est le segment externe. Ça, c'est le segment externe. Donc,
Ça, c'est le segment externe d'un bâtonnet. Ça, c'est le segment externe d'une cône. Donc, le segment externe fait face à la choroïde. Ça, ici, on a la couche pigmentaire. En dehors de la couche pigmentaire, on a ce qu'on appelle la choroïde. C'est une deuxième couche, c'est une deuxième paroi de l'œil qui fait suite à la rétine. Donc, les segments externes, comme vous voyez, font face à la choroïde. Donc, le segment externe d'un photorécepteur fait face à la choroïde. Il est de forme cylindrique ou conique. Il est de forme cylindrique au niveau des bâtonnets et il est de forme conique au niveau des cônes. Le segment externe est composé d'un empilement de disques aplatis. Comme vous voyez, il est composé de disques. Un empilement, c'est-à-dire un assemblage de disques aplatis, constitue le segment externe. Et ce sont ces disques aplatis qui vont comporter des structures spéciales appelées les pigments visuels qui vont capter la lumière. Ce sont les molécules chimiques responsables de la photoréception. Donc, un segment externe fait face à la choroïde. Il est de forme cylindrique au niveau des bâtonnets et de forme conique au niveau du cône. Le segment externe contient un empilement de disques aplatis. Ces disques aplatis contiennent un photopigment, les photopigments ou les pigments visuels qui détectent les stimuli lumineux. Donc, c'est le segment externe d'un photorécepteur qui est responsable de la détection des stimuli lumineux. Ensuite, on a le segment interne. Le segment interne, c'est tout ça. Le segment interne va contenir toute la machinerie métabolique de la cellule, c'est-à-dire il va contenir les organiques de la cellule. Comme on remarque, on a les mitochondries, le noyau, etc. Donc, toute la machinerie métabolique, tous les organismes de la cellule photoréceptrice sont contenus dans le segment interne. La troisième partie d'un photopigment, ou d'un photorécepteur, est l'extrémité synaptique. Ça, c'est l'extrémité synaptique. Ça, c'est l'extrémité synaptique. L'extrémité synaptique, ou parfois appelée le bouton synaptique, la même chose, il est responsable de la libération du stock de neurotransmetteurs. Donc, la cellule photoréceptrice va produire des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs seront stockés au niveau de l'extrémité synaptique. Ils vont être libérés après la transmission d'un signal. Ce stock de neurotransmetteurs et il sera libéré. Et bien sûr, la libération de ce stock de neurotransmetteurs va transmettre le message. Le message, bien sûr, on aura une stimulation du segment externe, le message va passer, on aura libération de ce stock de neurotransmetteurs, ensuite le message sera transmis à la cellule suivante, à la couche suivante dans la rétine. Donc, trois parties. Le segment externe, segment interne, extrémité synaptique. Segment externe détecte les stimuli lumineux. Segment interne, machinerie métabolique de la cellule. Extrémité synaptique, libérant du stock des neurotransmetteurs. On a dit que les segments externes d'un photorécepteur est constitué d'un empilement de disques. Vous voyez, dans ce schéma, on a un empilement de disques qui va constituer le segment externe d'un photorécepteur. On a dit que ces disques aplatis vont contenir des molécules qui vont détecter les stimuli lumineux. Ce sont les pigments visuels ou les photopigments. Donc les pigments visuels sont des molécules sensibles aux photons. Comment est constitué le pigment visuel? Un pigment visuel est constitué de deux éléments. Le premier élément est une protéine enzymatique appelée opsine. Donc le premier élément, c'est une protéine enzymatique appelée opsine. Ça, c'est l'opsine.
on voit qu'elle présente plusieurs domaines. C'est une protéine qui assure une activité enzymatique. Elle est appelée opsine. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément est le rétinal. Le rétinal, ça c'est le rétinal. Le rétinal est un dérivé aldéhyde de la vitamine A. Donc c'est un aldéhyde qui dérive de la vitamine A. La vitamine A, c'est le rétinol. C'est un alcool. Le dérivé aldéhyde de la vitamine A, c'est le rétinal. Ce rétinal, c'est la partie du photopigment qui est responsable de la détection ou l'absorption de la lumière. Donc un photopigment constitué de deux parties, l'opsine et le rétinal. L'opsine est une protéine enzymatique. On va voir plus tard quel est le rôle de cette opsine ou de cette enzyme. Et on a le rétinal qui absorbe la lumière. Il est un dérivé de la vitamine A. Donc, comment ces pigments visuels vont absorber de la lumière? Ils vont subir des modifications chimiques quand ils seront activés, c'est-à-dire quand on aura des photons, des photons ou de la lumière qui frappent ces photopigments, ils vont changer leur structure chimique. En changeant leur structure chimique, ils vont être activés. Donc l'activation d'un photopigment ou d'un pigment visuel correspond à un changement de leur structure chimique en réponse à la lumière. Donc, la partie suivante, c'est l'activation. On va étudier l'activation de ces pigments visuels. Donc, on a dit l'activation de la rhodopsine. La rhodopsine est le pigment visuel présent au niveau des bâtonnets. Comment ces pigments vont être activés donc? D'abord, on a excitation par la lumière. Donc, la molécule de rhodopsine va être excitée par la lumière. Quand elle va être excitée, cette rhodopsine va changer de conformation. Et c'est le rétinal, il va changer de conformation. Il va passer d'une forme en 6 rétinale à une forme tout trans rétinale. Donc ça c'est la forme tout trans, ça c'est la forme en 6. Le photopigment va passer, on va se transformer d'une forme en 6 rétinale à une forme tout trans rétinale. Quand on aura ce changement conformationnel, eh ben, on aura la libération de l'opsine. L'opsine va se détacher du rétinal. L'opsine, quand elle sera libérée, elle va agir comme enzyme. Et elle va activer un second messager qui est souvent la protéine G. Donc, la molécule de rhodopsine, excitée par la lumière, le rétinal de la rhodopsine va passer d'une forme en 6 à une forme tout trans rétinale. Ce changement de conformation va libérer l'opsine. L'opsine sera libérée. L'opsine libérée va jouer bien sûr un rôle d'une enzyme. Cette enzyme, qui est l'opsine, va activer un second messager qui est souvent la protéine G, à travers la protéine G. Donc on reprend, segment externe d'un photorécepteur contient un empilement de disques. Les disques contiennent un photopigment qui est la rhodopsine. La rhodopsine contient le rétinal et l'opsine. Après une stimulation lumineuse, le rétinal va absorber les photons. Il va passer d'une forme en 6 rétinale à une forme tout trans rétinale. Il libère l'opsine. L'opsine libérée va jouer le rôle d'une enzyme. Maintenant, ce qu'il faut savoir, qu'on a 4 types de pigments visuels différents.
Pourquoi on a 4? Pourquoi ils sont différents? Eh bien, parce que leur opsine est différente. La protéine opsine, la protéine enzymatique opsine est différente entre les 4 types de pigments visuels. Mais le rétinal est toujours le même. Donc, selon l'opsine qui existe dans un pigment visuel, il est classé. Soit il est une rhodopsine, on a dit que la rhodopsine donc, est le pigment visuel contenu dans les bâtonnets, ou bien c'est un photopigment de type S présent au niveau du cône, ou de type 1 ou de type L. Donc les cônes, les bâtonnets contiennent un seul type de pigment visuel, c'est la rhodopsine. Tandis que les cônes peuvent contenir 3 types de pigments visuels. Bien sûr, une cellule réceptrice, un cône contient un seul type de pigment visuel. Il peut être de type S, il peut être de type M, il peut être de type L. Donc, cette nomination S, M, L, on va voir ensuite pourquoi ils sont nommés comme ça. Mais gardez juste que la différence entre les 4 types de pigments visuels est à cause de la différence en opsine. C'est-à-dire que c'est l'opsine qui est différente. Et on a un seul type de pigment au niveau des bâtonnets, 3 types de pigments au niveau des cônes. Donc, puisque les photopigments sont différents, donc ils vont absorber de façon inégale les longueurs d'onde, c'est-à-dire le photopigment qui est présent dans les cônes, c'est-à-dire la rhodopsine, absorbe certaines longueurs d'onde et n'absorbe pas d'autres. Aussi, les pigments de type S présents au niveau des cônes absorbent certaines longueurs d'onde. Les pigments de type M absorbent certaines longueurs d'onde. Et les pigments de type L absorbent d'autres longueurs d'onde. Donc l'absorption est inégale par ces photopigments.